Avant le podcast, je vais vous annoncer que j'ai quitté ma job de plomberie pour devenir guide de pêche sur la rivière Bonaventure. Donc, quand le podcast va sortir, ça va faire 1 mois que je suis en Gaspésie en prospection. On lâche pas, c'est non-stop. Donc, fin juin, on a du beau savon de trouver dans le secteur C, dans le secteur D. Secteur B, c'est beau aussi. Donc, si ça vous intéresse, c'est une journée guidée. Je travaille pour la pourvoirie France-Gouly. Et pour réserver, c'est sur le site de Monde Sauvage. Donc, si vous tapez Monde Sauvage dans votre Google, vous devriez tomber dessus. Sinon, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, Luc Hervé plus loin. Et aussi, mes formations en tant qu'instructeur chez Codal sont déplacées vers la baie des Chaleurs. Donc, tout ce qui est formation, initiation et perfectionnement du lancer à une main, je suis là pour ça et ça va me faire plaisir. Et puis, je vous étire pas ça plus longtemps que ça parce qu'on a un très beau podcast qui s'en vient. Salut la gang, bienvenue dans le podcast Codal. Aujourd'hui, on a une belle entrevue aujourd'hui. On va parler d'Achigan, ça va être malade. On discussion sur nos débuts de saison aussi, fait que manquez pas ça. On a un très bel invité avec nous. Puis, comme d'habitude, j'étais avec Raph. Salut Raph. Ça va? Ben oui, ça va. J'enregistre quasiment les 2 pieds dans l'eau en Gaspésie en ce moment. Là. Fait que c'est sûr que ça va. Bien. Ben oui, c'est clair. Ouais, puis effectivement, comme tu l'as dit, moi aussi, je suis énervé d'avoir notre invité. Je pense que je laisserai pas, j'attendrai pas plus longtemps de le présenter. Jean-Martin Landry, notre invité aujourd'hui. Salut Jean-Martin. Salut les boys. Ça va bien? Ben oui, vous autres? Ouais. Écoute, tu es vraiment énormément connu dans le monde du lancer léger, lancer lourd, peut-être un petit peu moins à pêche à la mouche, malgré que ton nom circule beaucoup. Mais pour ceux qui ne le savent pas, tu es un expert qui fait de la compétition aussi de pêche à l'Achigan. Puis tu es aussi représentant pour des compagnies. Tu as été pour les compagnies Scientific Angler, Orvis, Sainte-Croix, Z-Man, j'en passe. D'après moi, il y en a d'autres. D'après moi, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Pêcheur de l'année à plusieurs reprises pour l'Achigan aussi, gagnant du B1. Fait que si on veut parler de l'Achigan, d'après moi, on a le bon gars aujourd'hui. On va essayer de vous aider, là, puis vous donner des petits conseils là, pour les auditeurs. Ça, c'est fou parce que, mettons, dans le monde du lancer léger, autant qu'à la mouche, souvent, je prends mes informations du côté du lancer léger puis je fais juste transférer ça dans le monde de la mouche parce que le poisson se tient à la même place. Là. Pas parce qu'on change d'équipement que le poisson change de place. Exactement. C'est la même habitude, la même nourriture qu'ils bouffent. C'est tellement pareil parce que souvent, quand je parle avec des gars de fly, l'approche est similaire. Faire bouger ta mouche, c'est un peu le même principe. Des leurres de surface, imitation de poissons nageurs ou de devon ou de méné. On a aussi des leurres qui représentent un peu des insectes aussi. Fait que oui, c'est très près un de l'autre. C'est juste la technique de lancer qui est différente, mais au bout du compte, le but est le même, puis l'attitude du poisson est la même. Je pense que ça va être intéressant de faire le parallèle dans le podcast. Puis c'est un peu la raison pourquoi qu'on t'a invité aujourd'hui. Tu as tellement d'expérience dans le lancer léger puis dans le lancer lourd que ça va être intéressant de voir comment qu'on peut transférer ça dans la pêche à la mouche. C'est sûr que le podcast, on va traiter beaucoup de début de saison parce que le podcast sort si je me trompe pas, dimanche je suis pas un gars préparé, dimanche le 21 juin. Fait que ça va être la fin de semaine de l'ouverture. Fait que ça va être très cool. Ça va être un sujet très actuel quand ça va sortir. Yeah, c'est clair. Tu as parlé un peu du background de Jean-Martin. Je veux te relancer un peu parce que tu as parlé des tournois, tu as parlé du B1, entre autres. Mettons, là, même pour moi, c'est quoi cette envergure de tournoi-là? Ça ressemble à quoi comme tournoi? On dit ça de même, mais c'est Jean-Martin, peut-être tu peux nous expliquer un peu c'est quoi comme tournoi? C'est quoi l'envergure de tout ça? Ben, ça dépend des circuits. Il y a plusieurs circuits. Les dernières années, j'ai fait un circuit en Ontario qui est, à mon avis, écoute, les avis, ça peut se discuter, mais à mon avis, qui est le meilleur circuit au Canada. Il y a des bons circuits au Québec aussi. C'est compétitif. On peut pas dire que c'est professionnel. Je considère un circuit qui est professionnel quand les gens vont gagner leur vie avec ça.
C'est un semi-professionnel. Oui, il y a des bonnes bourses, on peut gagner des gros montants d'argent. C'est pas gratuit non plus, c'est quand même assez dispendieux, puis tu as besoin de passer pas mal de temps sur l'eau pour repérer tes poissons parce qu'on se promène d'un plan d'eau à l'autre, puis souvent, c'est des plans d'eau qu'on connaît pas. OK. Fait que c'est de l'ouvrage. Mais puis ça, est-ce que ça a bien été, mettons, le circuit en Ontario? Tu as vécu ça comment? T'en sors-tu assez bien dans ces dernières années ou? Ben, je pourrais vous dire que l'an passé, c'était une très bonne année. Il y a 5 tournois durant l'année, dont une classique. Puis sur 5 tournois l'an passé, là, on a remporté 2 tournois, dont un lac qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience, et le deuxième sur le lac Saint-François, où est-ce que j'ai eu beaucoup de succès dans le passé. Fait que 2 tournois sur 5 dans un circuit comme ça, on pêche contre les Dave Chong, Bob Izumi, des pros qui ont fait des tournois aux US. C'est des gars qui pêchent pendant une semaine de temps sur le plan d'eau avant de faire le tournoi, donc ils ont beaucoup de temps, beaucoup de moyens financiers. Fait que quand tu te mesures à ces gars-là, tu es capable de les battre, il y a de quoi être fier. L'an passé, c'était une bonne année. Généralement, on a des bonnes années, mais ça va avec le temps passé sur l'eau. C'est drôle, hein, parce que quand tu regardes des gars comme Jean-Martin, comme toi, Jean-Martin, tu sais, on disait dans d'autres podcasts là, qu'un jour, si tu veux améliorer ton lancer, il faut juste que tu pratiques. Tu sais, il n'y a pas de secret. Il faut que tu passes du temps avec une canne dans les mains, puis t'assoies, puis de pratiquer, puis d'analyser tout ce qui se passe quand tu fais tes lancers, puis de pratiquer comme du monde. Mais quand tu parles à un gars qui fait des circuits, il est pas bon du jour au lendemain. Là. Il faut qu'il pratique et qu'il passe du temps sur l'eau. Hein. Exactement. Je pense que la pratique est une grosse partie du succès, mais tu as aussi des aptitudes que d'autres n'ont pas. Fait qu'il y en a des gens qui peuvent passer 40 heures, il y a d'autres gens qui vont passer 40 heures, mais la dextérité et la compréhension peut être différente d'une personne à l'autre. Il y en a qui ont plus de facilité à faire des choses que d'autres font pas. Mais à la base, c'est le temps et la pratique. Après ça, quand on va dans la finesse, dans la présentation, un peu comme toi, Ralph, que tu as fait avec ton cours l'an passé, tu as assommé tout le monde, là. Tu sais, tu t'étais préparé, mais au bout de ça, il y a quelqu'un qui peut se préparer autant que toi, mais il y a un côté de talent et compréhension que tu es allé chercher que les autres ont probablement peut-être pas la capacité de faire quand même qu'ils voudraient. Tu sais, c'est pas tout le monde qui joue au hockey dans la Ligue nationale, c'est pas tout le monde qui joue au basketball. À un moment donné, tu sépares ceux qui ont plus de dextérité des autres. C'est un peu ça. Tu sais, fait que, oui, il y a du temps, mais il y a aussi une capacité puis une dextérité à développer qu'il y en a que c'est plus facile que d'autres. Ben, c'est malade. Puis, toi, l'achigan, là, t'as-tu commencé ça genre v'là 10 ans ou ça a tout le temps fait partie de toi? L'achigan, j'ai commencé ça fait... je pêche depuis que je suis tout jeune. L'achigan de tournoi, j'ai commencé, ça fait au moins 25 ans. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a amené à la pêche. J'avais pas de bateau, j'avais rien. Lui, il a pogné un rookie qui savait pêcher, mais au niveau de l'achigan, qui n'était pas vraiment expérimenté. Il m'a donné ma chance. Je vais toujours en être reconnaissant envers lui. C'est Robert Lalonde. Puis après ça, j'ai fait mon chemin tout seul. Mais ça fait vraiment 25 ans que je fais des tournois. Là. Il fait encore des tournois, je pense, Robert. Oui, moins sérieux un peu, tu sais. Moi, je suis un petit peu intense, dans le sens que quand je fais quelque chose, je le fais jamais à moitié. Que ce soit dans mon travail ou dans mes tournois, si je pourrais le faire à moitié, je le fais pas. Je sais pas de quoi tu parles. C'est malade. Parce que, mettons, là, quand que de mon côté, mon expérience d'achigan, c'était assez limitée, là. Tu sais, je pêchais l'achigan, puis moi, j'avais un pêcheur moyen, un peu. J'avais plus jeune au lancer léger des softbaits, des spinnerbaits, des affaires de même, puis je comprenais pas trop le déplacement des poissons dans mon lac. Puis à un moment donné, j'en pogné un petit peu plus. Puis là, je me suis mis à regarder des tournois, des affaires de même. J'ai fait comme, OK, ces gens-là sont à un autre niveau, là. On parle de quelque chose d'autre, autant dans la prospection que dans la technique, que dans l'heure. Puis c'est une mentalité que j'aime, la mentalité et l'efficacité des gars de tournoi d'achigan, et j'essaye de prendre apprentissage de ça pour l'amener dans toutes mes pêches, parce qu'au niveau de ce qui est prospection puis efficacité du temps sur l'eau, vous maximisez, c'est malade, là, ça m'impressionne complètement. Vraiment un autre niveau. As-tu pris de la grande bouche et de la petite bouche, Luc? Oui, nous, c'est sûr que quand on fait des tournois, c'est qu'on va identifier l'espèce dominante dans le plan d'eau, où est-ce qu'il va nous donner plus de chances de remporter le tournoi.
puis on va focusser là-dessus. Par contre, c'est jamais, ça arrive qu'on peut rentrer ce qu'on appelle des mix bags, c'est-à-dire des achigans grande bouche et petite bouche dans la même journée. Fait que c'est la limite, on a le droit d'en garder 5. Il faut qu'ils soient vivants, sinon tu as des fortes pénalités. Ils sont toutes remises à l'eau à la fin du tournoi. Là. OK. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que pour le monde qui nous écoute, il y a effectivement 2 espèces d'achigans, la petite bouche, la grande bouche. Si on se met en contexte de début de saison, est-ce qu'on va rechercher les mêmes endroits ou c'est complètement différent? Les grands bouches vont être beaucoup plus stables. Ils vont être beaucoup plus dans les endroits où est-ce qu'ils vont aller frayer, c'est-à-dire les baies, les endroits que la température de l'eau va être beaucoup plus chaude. OK. On coupe au montage. C'est moi qui fais le montage, puis on coupe pas ça, je vous le dis, oui. C'est parfait. Ça fait partie du côté humain du podcast, ça arrive. Mais tu avais lancé dans le vif du sujet au niveau des grandes bouches puis des petites bouches. Puis, donc, début de saison, tu disais que c'est plus stable, les grandes bouches. Puis, on avait les petites bouches qui vont se déplacer plus. Oui, mais les petites bouches ne sont pas vraiment loin d'où est-ce qu'ils vont frayer. Mais généralement, eux, ont besoin de frayer quand même en eau peu profonde. Puis, c'est la chaleur du soleil, dans le fond, qui va faire éclore leurs œufs. Fait qu'ils vont aller profond, généralement à l'abri du vent. Ça peut arriver qu'ils vont frayer dans le courant, en arrière d'une grosse roche. C'est possible. Généralement, non. Mais si c'est une rivière et il n'y a pas beaucoup de baies, ils vont frayer en arrière d'une grosse roche. Fait qu'il faut que le soleil soit capable de réchauffer les œufs pour que ça vienne des petits alevins, là, éventuellement. L'abri du vent, c'est la partie la plus importante. Si ça brasse, il fraye dans 2 pieds d'eau. Imaginez des vagues de 2 pieds. Ça lave le nid, ça lave les œufs. C'est vraiment pas bon. Là. OK, donc en début de saison, comme là, on va ouvrir la saison. Cette année, c'est le 19 juin, majorité des endroits au Québec. Oui. Donc, début de saison, on est juste après l'avril. C'est pour ça que la Chigan, ça ouvre plus tard. Si on fait un contexte, on est juste après. Puis, la majorité, ou surtout la petite bouche, de ce que je comprends, ils vont se tenir proche de leur nid pour les premiers temps. Là. Oui. Ils vont se tenir près des premières structures, que ça soit une coupe, que ça soit une batture de roche, une pointe. Ils vont se tenir dans un endroit où est-ce qu'ils n'ont pas besoin trop de se déplacer, où est-ce qu'il va y avoir de la nourriture. Tous les poissons, ils se positionnent dans des endroits où est-ce qu'ils peuvent bouffer avec le moins d'effort possible. Parce qu'après la fraie, la femelle, elle vient, elle reste peut-être une journée ou 2 max, puis après ça, elle quitte. Mais le mâle, lui, va protéger le nid jusqu'à temps que les alevins viennent assez gros pour les laisser aller le nid. Là. Mais c'est vraiment pas long. Non, la femelle, elle se casse pas trop la tête. Là. Le mâle prépare le nid, la femelle arrive, il s'accouple, la femelle quitte et le mâle protège le nid pendant... Ça peut durer facilement 10 jours, 2 semaines. Là. Cette année, le problème qu'on a un petit peu, c'est qu'à cause de la température de l'eau qui est excessivement froide, c'est sûr et certain qu'il va y avoir plusieurs poissons sur les nids encore cette année. Là, on parle de nids. Là. C'est quoi un nid, Jean-Martin? Comment tu fais pour repérer les nids? Pour le monde qui nous écoute, d'après moi, il doit y avoir des points d'interrogation dans la tête du monde présentement. Un nid, ça peut avoir plusieurs apparences. Principalement, ça va être d'une forme circulaire. C'est pas tout le temps le cas, mais je vous dirais à 80%, ça va être d'une forme circulaire. Ça prend absolument un fond dur. Donc, un fond de gravier, sable ou une roche. Puis, il va nettoyer avec sa queue pour rendre ça vraiment clean. Puis, souvent, le nid va être un petit peu plus creux que le fond du lac. Quand je parle un petit peu, là, ça peut être 1 pouce, 2 pouces max. Ça veut dire que s'il y a du courant ou si ça brasse, les œufs vont être au fond puis il n'y aura aucun impact au niveau du vent et du courant parce qu'ils sont vraiment plus bas que le fond du lac. Fait qu'il prépare ça avec sa queue. C'est pour ça que souvent, on va prendre des achigans, après qu'ils aient frayé, ils ont la queue en dessous au sang. C'est parce qu'ils frottent vraiment la roche pour nettoyer le nid avec leur queue. Ça prend quelques semaines avant de cicatriser. Là. Ça, c'est le mâle qui fait ça? Ça, c'est le mâle qui fait ça. Lequel est le plus gros, le mâle ou la femelle, ou il n'y a pas... Généralement, c'est les femelles. Oui, généralement, les femelles sont plus grosses. Il y a des gros mâles.
Mais en majorité, les femelles sont tout le temps plus grosses. OK. Au Québec, moi, j'ai la chance de... Je t'ai envoyé ça, mais quand on dit gros achigan au Québec, c'est quoi? Mettons, là, dans ton circuit de tournoi, là, quand on dit un gros achigan, ça ressemble à quoi? Là, qu'est-ce qui sort de gros au Québec? Là? C'est au-dessus, une belle achigan, là, c'est une belle achigan. Je ne veux pas offusquer personne, là, mais je veux dire. C'est ce que j'ai jamais pris. Les 5 livres et plus. C'est au moins 5 livres et plus. Là, ça arrive des 6 livres, 6 livres et demi. Moi, j'ai pris en tournoi. En plus, j'ai été chanceux. Mes 2 plus grosses ont été pris en tournoi. J'ai jamais pris 7 livres, mais j'ai pris 6,85, 6,83. Mais c'est déjà pris des 7 livres. Moi, j'en ai jamais vu en tournoi. C'est rare qu'on va casser le 7 livres. Là. Mais ça, c'est des gros achigans. La moyenne, je vous dirais, des achigans va varier entre 2 livres et quart et 2 livres 3 quarts, 3 livres. Ça, c'est, je vous dirais, la moyenne des achigans respectables. La moyenne de ce que je prends. Ouais. Puis c'est fou parce que... 3 livres, je suis bien content. Moi, je suis comme, yes, bonne journée. Pour ceux, je n'ai pas parlé en début de podcast, mais un moment donné, j'ai organisé un tournoi avec Jean-Martin qui s'appelait l'Ultimate Bass Tournament. Puis ce tournoi-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on réunissait un moucheur puis un gars au lancer léger dans le même bateau. Puis il fallait qu'il fasse un bag de 5 poissons. Puis c'était un bag conjoint. Fait qu'il y avait absolument... Tu étais obligé d'avoir au moins 2 poissons pris à la mouche dans cette bague-là. Puis tu avais 3 poissons qui pouvaient être pris par le gars au lancer léger. Fait que ce qui m'a surpris, là, la première chose, c'est que j'avais jamais vu c'était quoi un vrai gros achigan. Quand on a fait la pesée, là, j'ai tombé sans connaissance. Des achigans de 4 livres et demi puis de 5 livres, là, je suis certain qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils ont pris une 4 livres. Là. Je vais vous en montrer une, c'est quoi une 4 livres. La main 30 le poing 30 au complet dans la bouche, là, quand c'est une grande bouche, tellement que c'est gros. Là. Fait que j'avais resté très, très surpris de voir que j'en ai pas pris vraiment des 4 livres dans ma vie. C'est bien plate, là. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Oui, ce tournoi-là, c'est un beau principe. Ben oui. Ce qui est impressionnant, c'est pas de prendre une 4 livres, c'est d'en prendre avec une constance. C'est ça le défi. Ouais. Ouais, puis je dirais là, que c'est à la mouche, c'est beaucoup plus difficile à cause de l'équipement en général. C'est pas la présentation. Moi, je pense qu'à certains égards, la mouche peut avoir un avantage de présentation encore plus finesse qu'on peut faire au lancer léger ou lancer lourd. Mais le problème qui est au niveau de la mouche, c'est que souvent, le vent va avoir un impact vraiment important sur la présentation. Puis la végétation, si on parle d'achigan grande bouche, on pêche ça dans les nénuphars. Tu sais, une canne à mouche, là, même si c'est une action rapide, ça a quand même du flex. Puis nous autres, nos cannes qu'on prend pour pêcher l'achigan grande bouche, c'est des manches à balai. Là. Ça ne plie pas partout. Parce qu'on dit, le terme wincher, là, c'est ça. Il faut le sortir de son habitat. Parce que contrairement à une petite bouche, un achigan grande bouche va chercher à aller dans le fond. Si elle va dans le fond, puis elle se prend un nénuphar, quand même que tu as de la 50 livres test, puis tu as un manche à balai, tu ne seras jamais capable de sortir le poisson. Fait que le but pour l'achigan grande bouche, c'est de sortir la tête de l'eau. Pour faire ça, ben, il faut que tu aies winch, il faut que tu aies force. Contrairement à l'achigan petite bouche, tu veux l'empêcher de sauter. Fait que, mais l'achigan petite bouche, beaucoup plus facile pour moi à la mouche qu'à l'achigan grande bouche, qui est beaucoup plus difficile. C'est une des raisons pourquoi qu'on upgrade l'équipement, qu'on pêche avec l'équipement plus lourd quand on pêche à grande bouche. Souvent, je vais conseiller une canne numéro 7 ou une canne numéro 8 pour la petite bouche. Premièrement, parce que les mouches, c'est surprenant à quel point qu'elles ne sont pas nécessairement grosses. Je pêche pas beaucoup avec des grosses mouches à l'achigan, à petite bouche. Mais à l'achigan à grande bouche, le problème, c'est tu peux pêcher avec des poppers, tu peux pêcher avec des mouches qui sont lestées parce que tu veux faire un peu de jigging, même avec ta mouche, là, dans les spots de nénuphar. Puis un coup que tu l'as piqué, ben il faut que tu aies de la puissance pour le sortir. Fait que ça te prend un bas de ligne qui est relativement solide, une canne qui est capable de wincher un peu. Puis, tu sais, ça te prend tout le système au complet pour t'ajuster. Fait qu'une numéro 7 ou une numéro 8 à grande bouche, si tu pêches dans des endroits qui sont bien sales, là, t'es mort. Là. Oui, effectivement. Mais tu parlais de vent tantôt. C'est quoi qui peut affecter
une présentation avec le vent? C'est surtout, si on pêche, mettons, on parle à la mouche, là, on pêche face au vent ou dos au vent, tu es capable de travailler ta mouche correctement. Mais le problème, c'est que si tu rentres dans une baie, le positionnement du bateau, même principe qu'en rivière ou en lac à la mouche, le positionnement du pêcheur est très important. Puis c'est pas tout le temps vrai que tu as le vent dans le dos ou le vent dans le visage. Si tu as un vent de côté, quand ta mouche va se déposer, puis on dit draguer, nous autres, excusez-moi, là, j'ai plein de termes anglais, là, mais le vent va frapper votre souhait, puis ça va faire un U. Je comprends. Au lancer léger, lancer lourd, quand ça fait un U quand tu récupères, c'est jamais winner. Tu veux être direct tout le temps pour pouvoir faire tes pauses quand tu veux, popper quand tu veux, puis donner une action à ton leurre quand tu veux. Fait que tu positionnes, même au lancer léger, ça veut dire que tu positionnes ton boat pareil. Oui, mais nous autres, à cause que notre équipement, notre fil va principalement rentrer dans l'eau, on va mettre un leurre avec plus de poids, fait qu'il va caler, puis on peut s'en venir en ligne droite avec le bateau, même si on a un vent de côté, parce que le vent n'a pas d'emprise sur notre fil. Puis, on va souvent mettre un poids, comme je dis, ça peut être 3,8, un demi, 3/4 d'once. Le grenouille qu'on lance, ben, elle pèse 5/8 d'once. C'est pas la même affaire avec une mouche, là. C'est là la complexité. À petite bouche, généralement, c'est plus en rivière ou en lac où est-ce que tu peux facilement positionner ton bateau ou ton approche. Tu as plus de latitude contrairement à grand bouche, là. Ouais, ça va être le gros point de la soirée, c'est ce que tu viens de dire. C'est le U dans le souhait, justement, ou le U quand tu pêches dans ton fil. Là. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais pensé avant. Puis effectivement, ça cause toujours problème. Tu as un manque de tension important, puis ta présentation est vraiment moins bonne aussi. Là. Exact. Puis, une affaire, par contre, à la grande bouche pour les pêcheurs à la mouche, là, on n'a pas besoin de faire des grands lancers. À la mouche, tu peux faire des petits lancers. Tu sais, tu peux lancer à 15 pieds, là. 15 pieds, Okay. Tu feras pas peur aux poissons. Nous autres, des fois, on les pogne à 4-5 pieds, là. N'oubliez pas que ça, c'est un poisson qui est pas trop peureux. Ça se tient en dessous des nénuphars, ces choses-là. C'est à l'affût. Fait que vous pouvez faire des petits lancers. À ce moment-là, le vent, il n'y aura pas beaucoup d'impact sur votre souhait, là. Puis, n'ayez pas peur de mettre du poids sur votre mouche aussi. Ça, c'est drôle que tu en parles parce que moi puis Luc puis Ben Farsi, il y a à peu près 2 semaines, je pense, il y a comme eu un mini débat sur Messenger puis on se disait que, en tout cas, moi, à mon avis, l'achigan, on pouvait le pêcher à vue puis même s'il nous voyait, c'était pas dramatique. Je sais pas si je me trompe, mais en tout cas, tu sais, je montrais, j'avais déjà vu parce que j'ai écouté beaucoup de compétitions de pro bass là, aux États-Unis. Tu sais, j'ai vu plein de situations où est-ce que l'eau était super claire, puis les gars, ils pêchaient à crime en drop shot dans 10 pieds d'eau, puis ils voyaient les poissons. Là. Ouais, you see me, I see you. Ça, c'est vrai que tu peux pêcher à vue, mais encore là, c'est du positionnement. Moi, quand je vais pêcher, mettons, un flat de sable ou un flat de roche, puis je sais que le poisson est positionné à tel endroit, je vais me présenter tout le temps avec le soleil dans le dos. OK. Tout le temps. Lui, avec le soleil dans le dos, il est ébloui. Il voit absolument rien. Là, je vais le pêcher à vue. Moi, j'ai une bonne vision sur lui parce que la lumière rentre sur le poisson. Mais lui, là, il ne voit pas, il est blind. Là. Fait que quand on pêche à vue, il faut faire attention. Si on va dans des lacs, il n'y a vraiment pas de pression de pêche, ben, ça ne changera rien. Mais ici, il n'y a quand même pas une énorme pression de pêche, mais ils en ont vu des leurres, ils en ont vu des présentations. Fait que si tu le vois, puis il te voit, ça risque d'être difficile. OK. Fait que en début de... Luc est content. Les bras dans les airs, parce que c'était mon point. J'étais comme, si je le vois, il me voit. C'est sûr que... Parce que moi, je pêche au lac Magog. C'est là que j'ai pêché de l'achigan en estrie beaucoup, au lac Magog. Il y a de l'achigan en petite bouche, puis la grande bouche là-dedans, c'est malade. Puis quand je rentrais dans une baie à vue, là, ton point de soleil est excellent, puis c'est quelque chose que je perfectionne un peu. Mais si je rentrais dans une baie, puis il me voyait, puis je le voyais, c'est rare. Ou souvent, il tournait sur mes mouches, puis je voyais vraiment un comportement qui était différent que... À un moment donné, j'ai appris le lac un peu, puis là, je dis, OK, je vais rentrer plus loin. Là, je lançais en diagonale, puis bang, fish on. Quand j'ai rentré à vue, j'ai pogné rarement. Ouais, c'est ce qui fait que la bouche, elle peut être un petit peu plus facile, proche, parce qu'elle, c'est très rare que tu vas la voir.
Elle est vraiment cachée en dessous des structures. Fait qu'elle, tu peux la pêcher de près. Même si tu fais du bruit un peu, ça ne l'énerve pas trop. C'est curieux, un achigan de nature. Fait que celle-là, ben, tu peux lancer de près. C'est rare que tu vas voir un achigan à grande bouche, à moins de la faire déplacer parce que tu y as fait peur. Là. La petite bouche, c'est pas rare qu'on en voit à l'œil. Là. C'est quoi ta technique de prédilection en début de saison pour prendre l'achigan? Couvrir de l'eau. Couvrir de l'eau. Couvrir de l'eau, couvrir de l'eau, couvrir de l'eau. C'est tout simple que ça, le poisson. Admettons là, que je vous ramène, puis je te dirais, Jean-Martin, tu t'en vas en début de saison, ça va être dans 4-5 jours. Pour un pêcheur moyen, on va prendre une rivière. Y a-t-il une place dans la rivière que tu sais que présentement, ou peut-être qui serait meilleure que d'autres? Ben, en rivière, là, moi, je checkerais définitivement les pointes. Toutes les grosses roches imposantes qu'on appelle des boulders, c'est pas juste une roche, c'est une grosse roche. Ça, c'est très... Écoutez, comment vous pêchez la truite, puis comment vous pêchez le saumon? C'est la même affaire. Copier-coller. Ça se colle en arrière du courant. Copier-coller, c'est des places où est-ce que tu vas avoir un petit break de courant qui ne travaillera pas trop. Puis c'est ça la différence, hein, c'est qu'un achigan en rivière est statique, alors qu'en lac, il n'est pas statique. En lac, c'est beaucoup plus difficile qu'en rivière. En rivière, on va pêcher comme n'importe quel salmonidé. Il est positionné, il attend sa nourriture, il va lever, il va prendre la peau, puis il va redescendre. C'est le même principe, c'est la même technique, la même approche. En lac, par contre, il va suivre le garde-manger. Si on a des éperlans dans un lac, puis ils ventent S, ben il y a des bonnes chances que les éperlans, ils se déplacent vers l'est, puis les poissons vont suivre ça. Il y en a tout le temps à droite et à gauche, mais c'est plus difficile en lac. Ils bougent beaucoup plus, contrairement en rivière où ils sont plus statiques. T'sais. Mais en début de saison, tu vas-tu te tenir quand même où est-ce que les nids étaient ou à proximité? Les achigans, j'imagine, sont encore proches de là quand même. À proximité. J'irai pas. Il y a une période qu'on appelle pre-spawn, qui est avant la fraye. Ils sont regroupés ensemble. Après ça, ils s'en vont sur leur nid. Puis après ça, ils appellent ça des staging spots. Des staging spots, ça veut dire qu'ils partent de leur nid. Ils commencent à se regrouper sur des structures qui sont pas loin de où est-ce qu'ils ont frayé. Ils vont prendre une pause là, ils vont se nourrir. Puis là, ils vont commencer la transition pour se déplacer pour le place d'été. Fait que, là, c'est de trouver les staging spots où est-ce qu'ils vont passer peut-être une semaine ou deux. Moi, j'ai des endroits là qu'on va aller. Il n'y a pas un poisson au début de saison du tout. Pendant 2 semaines, il va y avoir 80 achigans entre 3 livres et demi et 6 livres et demi, à peu près dans 50 pieds de distance. Ils sont tous jamais là. Oui. Wow. Puis ils sont là pour 2 semaines. Après ça, tu retournes la 3e semaine. Il en reste une quinzaine. Après ça, il en reste une. Après ça, c'est fini. Tu comprends que la différence avec toi, c'est qu'il n'y a plus grand hasard dans ce que tu fais. Là. Un pêcheur normal va arriver dans un spot, il va dire ça a mordu une journée, c'était fou raide. Mais le lendemain, il arrive puis il pogne rien, mais il n'a pas compris qu'est-ce qui se passait. Tandis que toi, tu sais exactement où est-ce qu'il est rendu, où la saison, comment la saison est avancée dans l'été, puis où est-ce que le poisson est supposé être déplacé. Fait que ça te donne une méchante longueur d'avance. Exactement. Puis je dirais que c'est le même pour toutes les espèces de poissons. Tu sais, une truite de début de saison, puis vous autres, vous allez jouer beaucoup avec les éclosions des insectes. Tu sais, c'est quoi qui bouffe? C'est quoi, comment je vais être capable de tromper le poisson? Je ne sais pas si c'est le même pour la pêche à la mouche, parce que je connais la pêche à la mouche pas mal en étant représentant, mais je n'ai pas eu l'occasion, à cause que je manque de temps dans la vie, là, de faire beaucoup d'expérimentation. Mais pour avoir parlé avec quelques pêcheurs à la mouche, des fois aussi provoquer avec une couleur qui est complètement hors contexte, ben, ça va faire réagir les poissons. Oui, absolument. Puis même souvent, il y a des situations d'émergence où est-ce que le poisson il se nourrit juste d'un insecte. Là. Puis c'est tellement difficile t'imites la même chose qu'il mange, mais il y en a à peu près 10 000 là, des insectes qui tournent autour de lui. Là. Fait que souvent, j'ai déjà eu du succès parce que ça ne marchait pas avec l'imitation exacte. Ben, je sortais quelque chose qui n'avait aucun rapport. Puis j'avais des réactions. Là. Un de mes amis, qui est Luc Bonneville, Luc, il
il y a l'ami Sport, c'est un bon pêcheur, un très bon pêcheur de saumon. Là. Puis lui, il va tout le temps à l'automne en Gaspésie d'une place spéciale que j'ai pas encore les moyens d'aller. Là. Quelque part, c'est à la Cascapédia. Il m'invite à chaque fois, viens-t'en, puis c'était tout le temps dans le temps du B1, mais en tout cas, faire une histoire courte, lui, il arrive là, puis les guides là-bas, ils disent ça n'a pas rapport ta mouche, là. Il y a une mouche d'à peu près, je dirais, c'est au saumon, là, une mouche d'à peu près 5 à 6 pouces de long, rose. Il ramène ça plus vite que tu peux ramener. Ouais. Il a destroyé, les gars, ils n'en revenaient pas. Tu sais, fait que ça, c'est une approche. Là, dans le fond, je ne peux pas jurer que le saumon fonctionne de même parce que le saumon, c'est quand même difficile à prendre. Mais quand c'est difficile à l'achigan, on va tenter de créer des attaques de réaction. Reaction strike. On provoque le poisson. Fait que là, on attaque son côté animal. On n'attaque pas son côté logique qui va voir la mouche, qui va l'analyser, qui va checker. Je suis pas trop sûr. On lui présente de quoi qui passe tellement vite d'en face, qui est tellement visible que son cerveau dit poids facile, je l'attaque, paf, je rentre dedans. Il est trop tard, il est sur ta ligne. Fait que nous autres, pour les moucheurs, on pourrait présenter, exemple, un gros streamer baitfish, puis on pourrait le ramener super vite. Puis il y a même une technique de récupération. Là, tu mets ta canne en dessous de ton bras, puis tu prends ta soie, puis tu la ramènes à 2 mains. Fait que tu strippes d'un bord. Quand ton strip est fini, tu vas stripper de la droite, tu strippes de la gauche, tu strippes de la droite. Fait que tu peux ramener ta mouche super rapidement. Fait qu'on est capable. C'est sûr que on réussira jamais à ramener aussi vite qu'un spinnerbait avec un reel qui a un ratio de, je sais pas, moi, 8-1. Là. Je connais pas assez ça. Là. Mais, tu sais, au moins, on peut se rapprocher un peu de la vitesse. Oui, puis juste changer la cadence. Puis, tu sais, des fois, c'est d'utiliser la canne pour déplacer votre mouche plus vite. Tu sais, elle peut s'emmener tranquillement, puis à un moment donné, ton mouvement de canne peut faire juste comme le poisson, là, il a vu de quoi. Le poisson a pas, il a vu de quoi, puis il est nerveux, puis il décide de se sauver. L'autre, il va réagir tout de suite. Tu as amené un bon point. Souvent, quand que les mouches qui sont pour l'achigan, si vous pêchez des baitfish à la mouche, justement, avec une approche un peu comme Raph a dit, la canne en dessous du bras. Je vais comme mettre ma canne en dessous de mon bras, puis en strippant, je donne un coup sur la canne pour ramener la pointe en bas, puis là, je vais aller chercher, là, t'as amené le mot erratique, puis maintenant, cette action-là va déclencher des attaques de réaction. Puis j'utilise des mouches qui seraient catégorisées pour un moucheur dans la catégorie mouche à brochet. Je suis quand même des longs streamers qui m'ont amené beaucoup d'actions. Il ne faut pas avoir pêché gros. Pas pêcher gros, ouais, c'est ça. Quand tu dis pêcher gros, dans les leurres que tu peux utiliser, on est encore en début de saison, ça arrive-tu des fois que tu as un gros leurre, ça ressemble à quoi dans ce que tu utilises? Ben, tu sais, nous autres, souvent, on va prendre des achigans, je ne sais pas trop. Ben, on va le voir régulièrement. Ça peut être une perche chaude qui mord sur un poisson nageur de 5 pouces et quart. Ouais. Puis, le poisson nageur, il est plus gros que lui. C'est comme si nous autres, on sortirait nos dents et on partirait après un bœuf dans le champ. Ouais, oui. Je vous donne 50 pièces pour essayer. J'ai quand même eu une image dans ma tête. C'était-tu moi qui courais? Oui. Souvent, nous autres, qu'on va faire en tournoi, mettons qu'on a on a nos 5 poissons, puis on a une belle qualité de pêche, puis là, on cherche à grossir. Go big or go home, qu'ils disent, bien là, on va avoir tendance à grossir nos leurres, puis on va faire un petit ménage dans le size des poissons en général. Fait que quand tu prends un gros leurre, généralement, les gros poissons, bon, ça veut pas dire que les petits mordront pas, les petits vont mordre d'autant, mais les gros poissons vont avoir tendance à se déplacer plus facilement pour prendre un gros poisson, un gros appât. Parce que les autres, ils calculent tout en fonction. L'effort, vaut-tu le travail? Je vais-tu dépenser plus d'énergie pour ce que ça va me donner dans mon estomac? Les gros fiches sont pas venus gros pour rien. Ils sont gros pour une raison. Ils sont rusés, puis ils sont sélectifs. Il y a une technique, moi, que j'admire, puis c'est le drop shot là, que vous faites. Là. Puis c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus d'imiter à la pêche à la mouche, mais c'est tellement difficile, mais quand même, je réussis à faire un semblant de drop shot tranquillement, pas vite. Mais c'est l'avantage, je pense, c'est vraiment que tu es statique à un endroit précis quand le poisson est pas trop actif. Là. Exact. Je sais pas si tu peux nous parler un peu de cette technique-là, puis après ça, je pourrais peut-être faire un lien avec la pêche à la mouche. Là.
Ben, la drop shot, ça a été développé au Japon à l'origine. Ça a été importé aux États-Unis à travers les tournois. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que les poissons, ils n'ont pas tout le temps faim. Puis c'est pareil pour nous autres. On mange un steak, on mange une grosse patate pleine de beurre, puis là, à la fin, on dit, tu veux-tu une tarte au chocolat? Tu vas dire, ben faim. Mais si je t'offre un petit biscuit avec un café, ça va passer. C'est un peu ça. Si la pression barométrique est terrible, puis que le mood des poissons n'est pas à se nourrir, si tu y présentes un leurre qui est trop gros, ça ne fonctionnera pas. Fait que la technique du drop shot nous permet de mettre un petit leurre en suspension dans le visage du poisson. Parce que tu as un plomb qui est dans le fond, puis dépendamment de la hauteur où est-ce que le poisson va être, tu peux le lever de 12 à 18 pouces du fond. Puis là, tu as un tout petit hameçon 1-0 que tu viens piquer le leurre au bout du nez. Fait que ça fait un un tout petit hameçon 1-0 pour les moucheurs. Ah, c'est gros! C'est gros, hein? Sacrément, mon gars! La chien, là! On n'est pas pareil. C'est parfait. Du devant, puis du caoutchouc, puis ça nous permet de la tenir en suspension, puis on bouge pratiquement pas de la came. On fait juste la shaker un petit peu, puis ça va mettre justement, puis là, on peut varier la présentation, la profondeur, mais ça, c'est vraiment dévastateur pour les poissons qui ne sont pas coopératifs. Là. Puis ça, c'est dur à faire pour un moucheur, mais ça peut tellement être productif, mais tu sais, justement, la pêche statique, là, puis tu parlais du vent tantôt qui influence ta soie, puis ça, c'est notre plus grand ennemi. Puis on pourrait parler d'euronymphing là, aussi, là, c'est quasiment le drop shot de la pêche en mouche. Là, on en parlera dans un autre podcast. Mais c'est ça, tu sais, avec le vent, la soie, le vent pogne dans la soie, puis là, ça fait bouger ta mouche. Fait qu'il faut réussir à, premièrement, lancer pas trop loin. Tantôt, tu disais de faire des lancers courts, là. Et plus que le moucheur va lancer proche de lui, plus qu'il va avoir un contrôle sur sa présentation. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Là. Fait que c'est de pêcher avec des mouches qui sont quand même très lestées, un bas de ligne qui est relativement long, puis tu réussis des fois à pêcher d'une façon statique avec une mouche qui jig un peu dans le fond. Surtout si vous êtes capable de pêcher à vue. Moi, je pêche sur des plans d'eau, je pêche sur le fleuve, puis au fleuve, l'eau est tellement claire, c'est vraiment cool pour ça. Puis tu vois le poisson réagir. Puis j'ai réalisé que je pêchais dans des plans d'eau qui étaient aussi, comme exemple, le lac des Deux-Montagnes, où est-ce que tu vois fuck all dans le fond de l'eau. Non. Puis j'ai dû passer des achigans et des achigans et des achigans sans le savoir. Puis quand j'arrive sur un plan d'eau comme le fleuve, oui, j'en prends peut-être pas plus. Je pense que j'en prends plus, là, parce que tu t'épêches plus quand tu les vois. Mais j'ai réalisé à quel point qu'on passe à côté des poissons quand on voit pas, quand on les voit pas, là. Puis qu'ils réagissent juste pas. Là. C'est pas qu'il y en a pas, ils bougent même pas. Le problème aussi avec l'eau sale, tu parlais du lac des Deux-Montagnes, c'est qu'un autre désavantage de la mouche, c'est que la mouche, elle ne met pas beaucoup de vibrations dans l'eau. Ouais. Contrairement au leurre qu'on emploie, fait que plus que l'eau va être sale, plus que le poisson va se coller sur sa structure, sa zone de chasse est très petite. Fait que si tu n'as rien qui émet de vibration, ben ça va être difficile. Faut que tu tombes vraiment dessus. Tandis qu'à l'eau claire, il est beaucoup plus libre et il voit beaucoup plus loin. Une technique, je ne sais pas si vous avez le droit à la mouche d'avoir 2 mouches attachées sur la même canne, sur un lancer. Absolument. Bon, c'est un peu, en euronymphing, c'est ça qu'on fait d'ailleurs. On a une mouche qui est relativement lourde au bout du bas de ligne, puis il y en a une qui est un peu moins lourde, qui est plus en suspension. Fait qu'on couvre deux strike zones. Fait que tu as le fond de l'eau, puis tu as l'autre qui tire l'autre, puis qui est dans une autre profondeur. Ben ça, c'est du drop shot. C'est du drop shot, c'est ça. Quand j'ai lu cet hiver sur le euronymphing, là, je dis ben voyons, c'est du drop shot. Ben, c'est clair, je pêchais justement je me souviens au lac Magog, puis dans ce temps-là, je faisais le mouche lancer léger dans ce temps-là, puis tu sais, moi, la chigane dans ma tête, là, j'avais des soft baits, j'avais mes spinnerbaits, tu sais, j'essayais ça. Puis l'autre pêcheur qui était avec moi, il m'avait invité sur son bateau, il y avait un beau bass boat, il m'invite. Les poissons n'étaient pas full actifs, c'était mis à faire du drop shot, mais je me suis fait péter à gueule, là. J'en ai mangé une crisse, là. Non, à un moment donné, là, c'était comme rendu 12-0, là, puis il n'y avait rien en bas de 2 livres, l'autre, là. Puis moi, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, là? Là, il m'a montré le setup, puis là, on s'est mis à pogner de la chigane en arrière de l'autre. Je pense qu'on avait pogné comme
35 Achigan cet avant-midi-là. Puis pour moi, c'est énorme. Là. C'était malade mental dans ma vie de pêcheur de pogner ça. Je capotais, c'est une technique qui est très, très, très efficace. Puis ce que je retiens aussi de cette technique-là, tu as parlé d'approche en subtilité, puis tu faisais ton exemple du café. Tu veux, moi, j'utilise la théorie du popcorn. Si tu n'as plus faim et tu as un popcorn qui te saute le long de la gueule, ben, ça se peut que tu l'avales. C'est le même, c'est le même concept. Fait que c'est la même affaire, mais le point important, c'est que si les poissons sont peu actifs, même si on n'est pas capable de faire du drop shot, de ralentir nos strips et d'aller chercher beaucoup plus de finesse, ça peut être payant en offrant un repas facile. Fait que ça, l'alternative du moucheur, ça peut aussi être ça. C'est bien résumé. Hein. Souvent, on pense que, surtout en début de saison, on pense que c'est lance-strip, mais c'est probablement pas tout le temps ça, là, quand le poisson est moins actif. Puis, je rajouterais peut-être une dernière expérience personnelle, là, c'est qu'à un moment donné, je pêchais avec un Wally Burger à peu près de 1,5 pouce de long, là. Puis ça mordait pas. J'ai rapetissé jusqu'à temps que l'Achigan le prenne. Et là, je le voyais, il prenait juste le marabout, la queue du Wally Burger dans ses babines, sur le bout de ses babines. J'ai coupé la queue jusqu'à temps qu'il n'aille plus. Puis là, à un moment donné, il a comme pas eu le choix. J'étais rendu avec une toute petite mouche, à peu près numéro 6. Là, puis là il a fait « Fish! » Je l'ai eu là. Tu sais, je l'aurais jamais pogné. Premièrement, si je l'avais pas vu, puis deuxièmement, si je faisais du lance-strip, là, ça aurait été beaucoup trop actif pour le poisson. Tu sais, si vous pêchez la grande bouche aussi, là, ou en lac, là, puis c'est pas trop venteux, là, tu sais, de lancer un leurre de surface, tu sais, le popper, là, vous pouvez le lancer, faire une coupe de pop, puis le laisser là pendant 1 minute et demie. Ah ouais? Tant que ça? Oui. Parce que, dites-vous l'affaire, tu sais, les Achigan, c'est comme toujours la ligne latérale qui détecte les vibrations. Quand on lance puis on récupère, là, elle a détecté quand même qu'elle est pas mal loin. Puis elle est curieuse, elle va venir voir tranquillement. Elle sera pas full speed parce qu'elle, elle voit pas, là. C'est un couvert, là. C'est des nénuphars partout. Fait que vous pouvez ramener, puis si vous avez un endroit que vous êtes confiant, ben, quand vous pognez une ouverture, arrêtez votre mouche, faites un pop, puis on dit kill. T'as bouge plus. Puis s'il y a un poisson qui se présente, parce que ça marche très bien à grenouille, on le fait régulièrement à la pêche à la grenouille, nous autres. Puis s'il y a un poisson qui se présente, il va être positionné, puis il va checker. Puis il n'attaquera pas tant qu'elle ne bougera pas. De la minute que tu vas repartir, ça va prendre une fraction de seconde. Elle va... Tu sais, souvent, je dis au monde... Ça, c'est un bon truc. Elle dit, je pêche lentement. Je dis, embarque dans le bateau. Il fait pendant 2 minutes, puis là, je disais, hey, check les canards là. Il check les canards, après ça, il revient full speed. Je pensais que comme 20 secondes, c'était long. Hein. Non, moi, des fois, ça peut être 1 minute. Puis à la pêche, 1 minute et demie, c'est très long, là. À rien faire. Tu pourrais-tu faire le même genre de présentation, mais dans l'eau? C'est définitivement là. Je le fais encore plus souvent dans l'eau qu'en surface. Wow. Hey, ça veut dire que je bouge trop. C'est très Luc, là. Hey, c'est pas parce que j'ai un peu trop d'énergie que. Je pense que faut que tu t'adaptes avec la condition. Tu sais, il y a des gens qu'on appelle des power fishermen qui vont lancer des leurres, vont ramener du point A au point B, puis ils vont gagner plein de tournois. Un des meilleurs pêcheurs au monde à l'Achigan, c'est Kevin Van Damme, puis lui, c'est un power fisherman. Si le poisson est actif cette journée-là, le pêcheur de finesse va se faire détruire. Par contre, si la pêche est plus difficile, le power fisherman, il va se faire détruire. Fait que je pense qu'un bon pêcheur, il faut qu'il soit capable de faire les deux situations puis de les appliquer quand ça le demande. Tu sais, en surface, là, souvent, remarquez ça, là, à l'Achigan, si tu fais du popper puis tu fais des bulles, puis les bulles, là, ils restent souvent, là, ils restent longtemps avant de s'écraser, avant de péter, là. Mais généralement, ça va vous donner signe, là, la bête, elle va être en surface. Si la pression est trop forte, les bulles, ils écrasent tout de suite, à ce moment-là, ça risque d'être plus lent. Fait qu'à ce moment-là, ralentissez votre présentation puis essayez d'aller plus au fond qu'en surface. Oh, c'est malade, ça. C'est un truc, ça. Puis, tu parles de pression. Tantôt, tu as dit pression exécrable. C'est quoi une pression exécrable? Bien, ça peut être
Mais les plus gros problèmes de pression qu'on a, ça va être des changements de température brusques. Tu sais, le monde va dire, hey, il fait frais à matin, il fait 8, ça va être off. Si ça fait une semaine qu'il fait 8, là, ça ne changera rien. Là. Il n'y a pas de changement. Là. Le poisson, il faut qu'il se nourrisse. Mais s'il fait 20, 25, 25, 25, 8, vas-y juste pour 5 bêtes dans ta journée parce que t'en as bien plus. Ça va être très difficile. Fait que là, il faut ralentir, il faut diminuer la présentation de nos leurres, puis il faut ralentir, puis il faut pêcher excessivement lentement. Tu sais, les reaction bites, ça peut marcher, il n'y a rien de parfait, mais en général, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes à faire tes captures si tu fais juste pêcher rapidement. Tu vas passer sur des poissons, mais ils voudront rien savoir. C'est malade. Ça, puis, y a-tu, dans le fond, j'aime ça, des fois, ouais, moi aussi, j'ai appris plein d'affaires, je t'ai tiré ça pendant 3 heures. Mais tu sais, des fois, ils disent de la pression haute, c'est bon, pression basse, c'est moins bon. Y a-tu une norme là-dedans ou c'est vraiment le changement brusque qui est le problème? Moi, je pense que c'est plus le changement brusque. Les fronts froids, là. Un front chaud va avoir tendance à activer le poisson. OK? Là, on parle d'achigan, là, ici, là, tu sais. Quand il fait la grosse canicule, je suis pas sûr que le saumon tripe trop tôt, là. Mais tu sais, on parle d'achigan. L'achigan, c'est un poisson comme la grand-bouche, c'est un poisson d'eau chaude. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'achigan grand-bouche au Québec. On a plus la petite bouche. Puis la petite bouche, tu n'as pas au sud des États-Unis. Ça part au milieu des États-Unis vers chez nous. C'est un poisson qui est plus adapté à l'eau froide. Mais c'est vraiment les changements de température, généralement de chaud à froid. Puis tu as toujours aussi, ben, c'est sûr que si vers la fin de l'année, quand il y a plus des ouragans qui arrivent aux États-Unis, puis que nous autres, on se trouve à avoir la queue, ben là, tu as toute la clarté de l'eau qui vient changer, tu as tous des sédiments qui apparaissent. Un poisson qui vit dans des sédiments jour après jour, il n'y a pas de problème. Mais si on parle d'eau claire, ça vient brouiller, là, ça va être difficile parce que lui, il n'est pas à l'aise là-dedans. Genre souvent ce qui arrive au B1 dans les dernières années. Ça fucking pêche. Tu dis là, t'as rien. C'est valide comme pour tout. Là. Quand il y a des conditions stables, on est capable de prévoir un peu le comportement. On a les résultats. Même toutes les espèces que je pêche, là, quand les conditions sont stables, je suis capable de faire des prévisions. Puis quand ça se met à changer brusque, là, tes prévisions, même pour le pêcheur qui connaît ses statistiques, tes prévisions sont fucking raides. Là. Tu dis comment que je vais m'ajuster? Ça va juste être difficile. C'est en plein ça. Fait que ton histoire de pression, c'est malade. Puis les bulles, là, même moi, je vais le réécouter là, parce que ça, les petites bulles, là, puis attendre 1 minute et demie, là, ça me fait capoter. Puis là, j'étais en Gaspésie, puis je me dis, il doit pas avoir tant d'achigan en Gaspésie. Hein. On va l'essayer. Ça me fait juste penser que l'année passée, j'ai été à Grand-Bouche, puis on a eu vraiment une belle soirée. Puis souvent, j'oubliais mon popper, je pêchais en paddleboard. Puis des fois, le temps de pogner ma rame ou de quoi de même, mon popper, il dérivait. Ben, il dérivait pas. On était en lac, là, mais ça faisait des fois 30, 35 secondes. Puis là, je dis que c'est où mon popper? Hey, fish! je n'en avais un. C'est la meilleure exemple. Je pense que les qualités, que ce soit un pêcheur ou un pêcheur en spinning casting, c'est de s'adapter. C'est ça qu'il va faire qu'un bon pêcheur. Il va s'adapter aux conditions, à sa présentation, à son offrande. C'est la capacité à s'adapter. En tournoi, c'est encore plus vite parce que t'as pas de deuxième chance. C'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que adapte-toi, comprends le mot du poisson. Puis de cette manière-là, tu sais, il y a un changement de niveau au niveau du lac aussi. Généralement, nous autres, quand ça monte, le fish va être beaucoup plus actif. Quand ça descend, c'est pas mal plus difficile. Tu sais, il y a des fois, on ne contrôle pas l'eau, c'est les barrages hydroélectriques qui le contrôlent. Mais ça va influencer le poisson. Ça va influencer aussi le courant. Si tu as plus de courant, la roche de 2 pieds de diamètre, où est-ce que l'achigan se cachait, là, peut-être qu'elle n'est pas assez grosse. Là. Fait qu'elle peut savoir tasser de 5, 6, 7, 8 pieds, là, facilement. Même plus que ça aussi. Fait que le courant est à prendre en considération, un peu comme vous autres. Tu sais, vous pêchez le saumon, là, puis il n'y a pas d'eau dans la rivière, là. Non, c'est un fait. C'est un fait, puis on apprend avec le niveau d'eau où est-ce que le saumon pourrait se tenir, puis quelle fosse qui pourrait être bonne. Puis je pense que c'est ça qui fait une grosse partie des succès d'un pêcheur de saumon, c'est de connaître la rivière puis le comportement du saumon. Là. Exact.
Puis c'est de s'adapter. Moi, je vois du monde pêcher pareil au mois de juin, juillet ou septembre. Puis dans l'année, c'est sûr qu'il y a un meilleur mois, mais s'ils ne s'adaptent pas, puis on en a parlé dans le podcast le dernier, il faut que tu t'adaptes. Moi, je ne pêche pas le saumon au mois de septembre comme je le pêche au mois de juillet. C'est deux choses complètement différentes. Je vais faire tous les parallèles. Là. Mettons, là, je parlais avec un de mes chums, Francis Valiquette, qui a été sur la rivière Nicolet récemment. Puis, tu sais, il pêchait à la truite avec sa blonde, puis ils ont pris de la truite. Puis, il y a des gens sur Facebook qui commentaient, puis ils disaient, hey, il y a de la truite dans cette fosse-là. D'habitude, c'est pas là. Puis là, Francis, il m'a dit, la truite, elle était pas dans le courant, là. Elle était pas où que ça tenait d'habitude une truite, elle était dans les fosses collée au fond. J'ai dit, ton eau était du chaud. Il dit oui. J'ai dit, bon, ben, elle a cherché de l'eau frette, là, puis elle est allée se coller droite dans le fond. Puis toi, t'as su t'ajuster au lieu de pêcher comme d'habitude, t'étais allé la chercher où est-ce que la température de l'eau était plus fraîche. Puis il dit, j'étais un des seuls qui en pognait. Mais tu t'es ajusté. C'est ça le mot, s'ajuster, puis tu comprends c'est juste ça. Puis tous les jours que je vais pêcher, il y a des fois que c'est moi qui ne s'ajuste pas. Puis à la fin de ma journée, je suis chez nous, je fais comme maudit. Pour moi, ça, je n'ai pas pogné. Là, tu fais tes points pour, tes points contre, tu fais ton plan, tu dis c'est moi le problème. Il y a d'autres fois, tu pêches, tu t'en pognes. J'aurais dû. Les gens. Ouais, j'aurais dû. J'aurais dû, ça, c'est facile. Hein? Si, puis j'aurais dû. J'aurais dû, mais s'ajuster, ça fait toute la différence. J'aimerais ça qu'on a 50 minutes de fête. Alors, tu sais, on a parlé de trouver les nids en premier. Donc, tu sais, si on fait une récapitulation, les nids proches des nids, près des structures qu'on a parlé, Jean-Martin nous a parlé, plutôt, je devrais dire. Trouver les structures proches des nids, couvrir de l'eau. Puis, on a parlé des attaques de réaction aussi. Tu sais, si on essaie de faire des points, là, moi, je me ferais une feuille, c'est ça que je ferais. Je me ferais une coupe de points, puis je les amènerais en révision sur ma pêche en fin de semaine. À part de ça, attaque de réaction. Varier les présentations. Ouais. La finesse. Analyser la température aussi. C'est quoi l'achigan, une température que ça se tient? Y a-t-il une température préférentielle pour l'achigan? Pas vraiment. Là. C'est sûr qu'un achigan l'hiver, c'est léthargique, ça se nourrit pas. Ceux qui vont prendre d'achigan l'hiver, c'est parce qu'ils présentent un leurre carrément en dessous du nez. Puis, je sais pas si vous avez vu des images, là, mais ça l'ouvre la bouche pour prendre le leurre à peu près 1 cm à la minute. Là. Fait que c'est très, très léthargique, ça se nourrit pas l'hiver. C'est pour ça que les achigans l'automne vont être excessivement agressifs, puis vont être très voraces parce qu'ils accumulent le graisse pour passer l'hiver. S'ils se nourrissent pas assez, ben il y en a plusieurs qui vont mourir. Fait qu'eux autres, dans leur métabolisme, ils savent, ben je mangerai pas pendant l'hiver, fait que je vais me nourrir. Fait que c'est sûr que l'hiver, là, les températures là, qui sont pas trop actives, on parle de 50 et moins à peu près, commencent à être actives à 52, 54. Puis c'est sûr que ça peut aller très, très chaud, mais un peu le même principe, les achigans à petite bouche en lac, s'il y a des grosses canicules, ben ils vont être plus creux généralement ou dans les herbiers à l'abri du soleil. Dans le fleuve, parce qu'on est quand même un fleuve, il y a plusieurs lacs qui sont connectés à ce fleuve-là. Ils peuvent être, même au gros soleil, ils peuvent être en eau très peu profonde. Nous autres, on est des spécialistes d'achigans en eau peu profonde. Puis, il n'y a pas de science exacte là-dessus, mais moi, je vais vous émettre ma théorie des achigans. Puis souvent, quand ils sont sur le sable, vous allez remarquer que les achigans sont excessivement foncés. Ils sont pratiquement noirs. Fait que moi, je pense que les achigans, ils se gavent de gobies, d'écrevisses. Ils s'en vont en eau peu profonde. Ils captent la lumière du soleil. Ça accélère leur métabolisme de digestion. Fait qu'ils vont engraisser plus vite. La minute que vous allez faire peur sur le flat de sable qu'elle vous a vu, elle devient verte. Comme ça. Ça change de couleur vite. Complètement camo. Mais la raison pourquoi ils sont noirs, moi je pense, c'est parce qu'ils captent le soleil. Pareil comme quand ils sont sur la fraie, les achigans sont généralement plus foncés pour amalgamer le plus de chaleur pour que son métabolisme se réchauffe puis développe ses œufs ou sa laitance plus rapidement. Wow. C'est freak pour vrai. C'est malade. C'est des affaires que j'apprends en même temps que pas mal de monde qui vont écouter le podcast aussi, je pense. Ça me fait capoter bien raide. Fait que, on pourrait peut-être faire, tu sais, au niveau, tu as parlé d'une canne 7-8 tantôt. Moi, présentement, je suis en Gaspésie, je ne pêcherai pas à l'achigan. Je ne penserais pas que je pêche à l'achigan dans 4 jours à l'ouverture. Cette année, je vais me concentrer dans le saumon. Mais, tu sais, je sais que mes setups d'achigan, normalement, quand j'allais à l'achigan en début de saison, moi, c'est une canne numéro 8, justement, pour pouvoir couvrir de l'eau, utiliser des plus gros leurres. Je
J'ai une Clearwater numéro 8 que j'adore. Puis, je pêche ça. J'ai soit une soie flottante, soit une soie intermédiaire, dépendamment de la profondeur que je vais trouver des nids. Si je vois des nids à vue. Donc, ma soie intermédiaire qui me permet d'aller chercher un petit peu plus de profondeur avec une mouche lestée. Je sais que Raphaël fait des super beaux Woolly Buggers à Chigan. J'ai vu ces Woolly Buggers. Power. Tungsten Power. Lui, c'est mort. Toi, ta soie flottante, elle doit te permettre d'aller chercher pas mal avec tes Woolly Buggers en tungstène pour aller chercher ces secteurs-là. Fait que c'est à peu près le setup que j'utilise, puis d'aller chercher la soie inter qui me permet quand même d'aller chercher du beaux résultats en début de saison, qui est assez polyvalente aussi. Donc, je trouve ça quand même important de donner une idée des setups. Les soies calantes sont sous-utilisées beaucoup à la plupart des pêches, puis c'est tellement c'est un arme, là. C'est pêcher à soie calante, là. J'écoutais justement un gars que t'aimes bien, Luc, Gunnar Brammer, là. Puis je pense qu'il n'y a même pas ça, une soie flottante dans ses... Je pense qu'il n'y a même pas ça, une soie flottante dans ses kits. C'est tout le temps des types calants ou des... Parce que faut que ta mouche, tu pêches pas tout le temps en surface, là. À part pêcher en surface, ta soie flottante, là, elle te permet pas d'aller présenter ta mouche convenablement dans le fond, là. Yes, puis j'ai une technique, il y a une technique qui est assez intéressante aussi, qui va être d'utiliser une soie super calante. Je vous le dis, c'est un petit peu rough ces soies, là, mais ça paye. Donc, utiliser une soie super calante, puis mettons les secteurs à petite bouche qui vont être dans les roches, ou quand je les vois qui sont dans des secteurs rocheux, je la soigne direct dans le fond. Je la laisse tomber dans le fond, puis là, je vais utiliser une mouche qui va être, ça peut être comme n'importe quoi, comme un modeler que vous pouvez modifier avec du marabout, ces affaires-là, pour faire une flottante. Donc, ma soie est dans le fond, puis ma mouche, elle va justement lever à comme 6 pouces plus haut du fond. Un peu comme que vous faites au drop shot. Sauf que le défaut, c'est que ta soie est dans le fond. Fait que ça magane, mais ta mouche est drette. Si tu veux qu'elle soit là, elle est drette là, puis là, vous pouvez la pêcher en finesse. Dans ces secteurs-là, ça fonctionne aussi, mais c'est un petit peu rough, c'est soies. Ouais, mais je pense que c'est une très bonne technique. Ça s'apparente beaucoup à une technique qu'on appelle Carolina Rig, qui est un plomb, puis on a un leader de fluorocarbone à l'arrière, puis justement, le leurre va se lever du fond un peu. Fait que ta soie, oui, elle va s'user, mais on parle d'achigan. L'achigan, c'est curieux quand il y a du bruit. Ta soie va venir en contact avec le fond, elle va créer de la cochonnerie qui va lever, elle va créer un bruit. L'achigan, par curiosité, elle va se présenter, puis elle va voir ton offrande en arrière en suspension, un 3, 4, 5 pouces au-dessus du fond. C'est fichon. Puis, tu sais, les soies qui sont calantes, qui sont pas tant chères. Ça fait que si vous pensez faire cette technique-là, allez-y pas avec une soie calante qui est très dispendieuse. Allez-y avec une soie calante qui est de base. Puis à ce moment-là, ben brûlez-la dans le fond. Mais moi, je me dis, c'est comme les gens qui vont en pêche puis ils ont peur de rester pris. Ben, ils vont en pêche parce que si tu n'en pogneras pas de poissons. Souvent, les poissons sont dans des endroits où ce que tu vas rester pris. Oui, je pêchais en Euro Nymphing, j'ai perdu pour 30$ de mouche en une demi-heure, mais j'ai pris du poisson. Quand ma mouche était dans les roches, c'est drôle, il y avait du poisson. Puis pour ma part, mon cerveau, il déconnecte, là, les fils se touchent. Là. Si ça marche ou si ça prend du poisson, là, je m'en crisse. Là. Ça me coûtera. Ça coûte ce que ça coûte en mouche, en équipement, n'importe quoi. Si ça marche, je le fais. Là. Je veux rien savoir. Là. C'est parfait. As-tu un point que tu aimerais ajouter, Jean-Martin, sur tes techniques de pêche, soit en début de saison, quelque chose que tu n'as pas nécessairement pensé? Y a-tu quelque chose qui t'allume là? Oui, en début de saison, moi, ce que je ferais pour les gens qui ne connaissent pas le secteur, qui vont pêcher, là, les poissons sont généralement agressifs. Couvrez de l'eau. Tu sais, si on pêche un lac, on pêche une rivière, couvrez de l'eau, allez vite. Puis si vous avez de l'action, à ce moment-là, vous pouvez ralentir après. Nous, quand on prospecte, on couvre le plus d'eau possible avec un leurre qui va se déplacer rapidement. Dans votre cas, vous autres, ça pourrait être un streamer que tu vas récupérer rapidement. Puis, distance, t'es lancé, l'achigan peut parcourir une bonne distance pour aller attaquer la mouche. Couvrez de l'eau, parce qu'il y a bien des secteurs qui paraissent très bien, mais que ça ne tiendra pas de poisson. Mais quand vous allez commencer à en frapper un ou deux, là, il n'est pas tout seul, ce poisson-là. Là. À ce moment-là, vous pouvez ralentir votre présentation puis travailler plus méticuleusement votre secteur. Ça, c'est bon. OK. Fait que dans le fond, c'est un peu, mettons, un couteau lancé léger, ça doit être quoi? Un genre de chatterbait ou un spinnerbait, quelque chose de même qui va couvrir beaucoup d'eau?
Puis une fois que tu les as trouvés, ben là, tu modifies l'approche, puis... Oui. Parce que aussi, là, je ne sais pas si c'est étant pas un spécialiste de pêche en mouche, là, mais mettons qu'on travaille, puis dans un secteur, il y a plusieurs achigans, tu en prends 2-3 spinnerbait, puis après ça, c'est mort. Il ne se passe plus rien. Ben, ça veut plus dire qu'il n'y a plus de poisson. Là, tu changes de technique. Changez votre technique, changez votre présentation, changez votre leurre. Okay. Vous autres, moi, si je ferais du streamer, j'aurais de l'action. Après ça, ça tombe mort. Ben là, je m'arrangerais pour aller dans le fond un peu avec ce que tu as dit tantôt, là. Une calante, ou ça peut être un sinking tip, ou mettez un split shot, quelque chose comme ça. Envoyez un algramite ou quelque chose dans le fond, ou une imitation d'écrevisse, ramenez ça. Il y a des poissons qui les ont vus spinnerbait, ils les ont suivis. Ils ont vu d'autres poissons se faire prendre. On dit non, là, il n'y a plus de surprise. Le reaction bite, ça ne marche plus. Là, mon cerveau, il le connaît. Là. Mais si tu es présentes en finesse à une autre offrande, tu vas pogner encore peut-être 3-4 autres poissons. Ouais, c'est un bon truc, ça. Hey, c'est bon, ça. Ça, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. C'est super cool. Ça fait une couple de trucs. Hein? Si on regarde le total de ce qu'on a dit aujourd'hui, mettons que je t'envoie. J'ai pris des notes. Je suis prêt. Moi, je vais réécouter et je vais en reprendre. Si je t'envoyais complètement ailleurs, Jean-Martin, avant de finir, as-tu un souvenir, soit de tournoi, soit de pêche à l'achigan, ou quelque chose que tu trouves vraiment hot, drôle, n'importe quoi, qui t'a marqué dans ton cheminement? Là. Disons que c'est... En tout cas, il y en a des milliers, là. C'est tellement bizarre, là. Mais je vais en compter un parce que je le trouve drôle au bout. Parce que mon partenaire de pêche, il est super fin, mais il est un peu serre la scène. Tu sais, on parlait tout à l'heure de pas perdre quelque chose, là. Lui, il veut pas perdre quelque chose. Ça, on s'en va faire un tournoi à l'Achigan Grand-Bouche, puis il me dit, Jean-Martin, j'ai besoin de 2 grenouilles. On pratique 4 jours, puis on fait le tournoi. Tu prends 2 pailles, t'as plus de grenouilles. Et là, 4 jours, pas. Non, 2 grenouilles. Fait que là, on est à la pêche, je n'ai acheté plus parce que je sais qu'il va m'en demander. Il lance. Je sais tellement où est-ce que ça s'en va. Un brochet, là. Le problème des brochets, c'est que souvent, le monde dit les brochets, c'est maillet, ça manque la mouche ou ça manque le leurre. Mais vous remarquerez, le brochet, il a tendance à avoir les yeux sur le dessus de la tête. Contrairement aux autres poissons qui est sur le côté. Fait que lui, quand il ouvre la bouche, là, il perd le leurre de vue. Fait que si le leurre se déplace pendant ce temps-là, il ne le voit plus. Fait que lui, il ramène sa grenouille. Le brochet, il manque la grenouille, mais il pogne le fil en avant de la grenouille. Puis là, il est à côté du bateau, puis il est là, puis il donne du fil pour pas que ça coupe, pour pas perdre sa grenouille. Moi, j'ai eu la brillante idée, volontaire, de mettre la main sur sa canne, de serrer le fil en même temps. Il a perdu sa grenouille. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Sa grenouille. Ben ouais, il n'achèterait un autre, Buck. T'en achèterais un autre grenouille. Hey, c'est parfait, mais non, ça... Jean-Martin, c'est malade. C'est malade ce qu'on a appris aujourd'hui. Moi, j'en reviens pas. C'est fou, là. Il faut qu'on ait plus d'invités comme Jean-Martin, OK? S'il vous plaît. Ben, on va l'avoir, puis c'est le but du podcast. Ça nous apprend d'autres, ça nous permet d'apprendre. Je pense que les gars, vous avez déjà une pause excellente. Là. Moi, je vous dis des petites choses. Là. Santa Claus, là, c'est blanc, là, c'est pas pour rien, ça. Il a casté une couple de fois dans sa vie. Là. Mais vous autres, à l'âge que vous avez, avec les connaissances que vous avez, tout à l'heure, vous allez être des Terminators de poissons. Là. Des mutants, comme tu dis. Exact. Merci beaucoup de ta générosité, Jean-Martin. Ça a été une méchante belle heure en ta compagnie. Ça a passé excessivement vite. Merci de l'invitation. Quand vous voulez, les boys. Ouais, c'était malade. Yes. Fait que là-dessus, on se rejase. Podcast Codel, qu'est-ce qui s'en vient? L'été, ça va tellement vite là, que le prochain qui s'en vient, là, on va vous sortir de quoi de pas pire avec nos expériences qui s'en viennent. Présentement, je suis en Gaspésie avec un lac à truites, une rivière à Bonaventure pleine de saumon. Raph qui pêche aussi, Jean-Martin qui pêche aussi. Fait qu'on vous sort de quoi en lien avec nos expériences dans le prochain podcast. Puis manquez pas ça va être pas mal cool. Puis encore salut les gars, merci tout ça. Je suis en amour avec vous. Non, c'est assez staté. On coupe ça là tout de suite. Ça fait mal être seul dans le bois. Hein? Oh, ouais, c'est trop isolé. Ouais. OK, c'est assez d'être là. Bye.